Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 sur Tchad 24. À l'entame de cette édition, découvrons cette information en bref. Au Tchad, le ministre de la Justice, Dr Youssouf Tom, rappelle aux magistrats et aux forces de sécurité le strict respect des délais de garde à vue. Toute prolongation en flagrance doit être autorisée par le juge compétent et confirmée par écrit sous 12 heures. Les parquets sont appelés à renforcer les contrôles inopinés des lieux de détention, tandis que la police et la gendarmerie doivent transmettre quotidiennement la liste des personnes gardées à vue. Les unités d'enquête sont également interdites à traiter des affaires civiles. Cette mesure vise à renforcer l'état des droits et de la protection des droits humains. En marge du Salon international des mines et des hydrocarbures Semika Tchad, le directeur général adjoint du laboratoire national des eaux, Mohamed Ali Abdelkerim Anadif, présent sur les stands du salon, a présenté les missions et les domaines d'intervention de son institution. Il est interrogé par Tansou Hamta. Le laboratoire national des eaux est une institution de la République sous le tutelle du ministère en charge de l'eau et de l'énergie. Elle a pour mission le contrôle, le suivi et la surveillance de la qualité des eaux au niveau national. Et c'est-à-dire notre mission principale, c'est contrôler la qualité des eaux à différents usages, c'est-à-dire de la source, du point de la nappe, jusqu'au niveau du robinet, à l'utilisation. Et après le rejet aussi, on doit le contrôler pour la protection de l'environnement. Donc nous travaillons dans la matrice dans son ensemble, c'est-à-dire du sous-sol jusqu'au robinet et du robinet jusqu'à maintenant à l'environnement. Donc on contrôle la qualité de l'eau pour certifier la potabilité et on contrôle aussi la qualité des eaux des rejets pour ne pas nuire à l'environnement. Ça, c'est notre mission principale. Et en plus de ça, aussi, on a un département recherche et développement qui, en collaboration avec l'université, ont formé, c'est-à-dire tout ce qui est partie pratique, les étudiants des différentes institutions au niveau national qu'international. Donc, tout ce qui est en termes d'analyse des eaux, tout ce qui est donné relatif à la qualité des eaux, donc nous sommes là pour ça. On appuie les institutions universitaires et on développe aussi des thématiques qui sont propres. En N'Djamena, la municipalité a annoncé la création d'un marché hebdomadaire dénommé Marché Nation. Au-delà de faciliter l'accès des populations à des produits locaux variés, le Marché Nation se positionne comme un cadre pour dynamiser les activités économiques de proximité au cœur de la capitale. Auprès des producteurs locaux, c'est une bonne nouvelle. Biaktibo Emmanuel. Jusqu'en 2026, le constat reste préoccupant. Le Tchad est confronté à des défis structurels et sociaux qui fragilisent le système éducatif, notamment des grèves interminables des enseignants et des carences en infrastructures. Alors que le monde célèbre la Journée internationale de l'éducation ce 24 janvier, basée sur le pouvoir de la jeunesse dans la co-création de l'éducation, on note de moins en moins l'implication de la jeunesse tchadienne contrainte par la pauvreté et le chômage à se concentrer sur la survie quotidienne plutôt que de s'engager dans le rétrécissement de l'éducation. C'est un défi constant qui soulève des interrogations quant à la responsabilité des décideurs. Si les jeunes peuvent manquer des compétences et des connaissances pour participer efficacement à la construction d'une éducation forte, il n'en demeure pas moins qu'ils sont souvent exclus des instances de décision dans ce domaine précis. L'on note souvent la réticence à partager le pouvoir et la responsabilité avec les jeunes. Les mécanismes de participation deviennent alors inefficaces. Pourtant, il faudrait une approche globale et inclusive si le Tchad veut sortir d'un système éducatif à la traîne de l'évolution. Quand bien même le gouvernement a mis en place des initiatives pour encourager la participation à travers le Conseil national de la jeunesse du Tchad, il doit davantage se connecter aux réalités des jeunes allant dans le sens du développement technologique. Aussi, en créant des espaces de dialogue réguliers, le sentiment d'appartenance et l'engagement des jeunes envers l'éducation pourraient se renforcer. Le téléphone portable est devenu aujourd'hui un compagnon permanent, notamment chez les jeunes. Mais son usage soulève aujourd'hui de sérieuses inquiétudes. La prolifération de vidéos choquantes montrant des accidents, des incidents ou encore des cadavres, largement diffusés sur les réseaux sociaux, révèle un comportement préoccupant chez une partie de la jeunesse connectée. Un phénomène qui interroge et inquiète. Della Nathalie. À l'ère du numérique, le téléphone portable est devenu un réflexe quasi automatique.
Mais ces réflexes peuvent parfois s'avérer dangereux, voire inhumains. Désormais, chaque drame est susceptible d'être filmé, partagé et commenté, souvent sans considération pour les victimes. Téléphone à la main, certains jeunes choisissent de capturer l'instant au lieu de porter secours ou d'alerter les services d'urgence. Une attitude choquante qui suscite indignation, incompréhension au sein de l'opinion publique. Pour de nombreux observateurs, cette quête de vue et de partage semble prendre le pas sur les valeurs de solidarité et de compassion. Je trouve que c'est un peu inhumain parce que c'est pas bien. Il y a une question de sensibilité qui est là parce qu'on ne peut pas filmer un cadavre auquel le corps est éparpillé et puis on le met sur les réseaux sociaux. C'est pas bien. Il y a des gens qui sont insensibles, qui sont trop sensibles à ce genre d'images parce que ça impacte leur vie. Le cas des bagarres, c'est un peu amusant, mais c'est pas aussi bien de mettre sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux n'est pas seulement fait pour envoyer ce genre d'images. Il faut au moins chercher à mettre les bonnes images pour qu'on puisse au moins connaître l'intérêt des réseaux sociaux. Mais on ne peut pas se connecter pour ne reste que de voir des images horribles qui sont relatives, par exemple, au cadavre, par rapport au cas des accidents, par rapport au cas des bagarres, c'est pas bien. Donc, les réseaux sociaux devaient être un élément de sensibilisation pour la jeunesse actuelle. De nos jours, quand il y a bagarre ou il y a cas de décès, on filme, on publie sur les réseaux. Des fois, c'est bien et c'est mauvais aussi. Pourquoi? Parce que, par exemple, le cas de bagarre, si on publie sur les réseaux, des fois, ça incite les gens encore de faire des problèmes. Des fois, ça joue sur eux. Donc, c'est mauvais de publier des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Face à cette situation préoccupante, un appel à la responsabilité numérique s'impose. La technologie doit être un outil au service de l'information utile, de la protection des vies humaines. Filmer n'est pas un crime, mais oublier l'humanité en est un. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent l'invité de la semaine. Notre plateau accueille le coordonnateur de l'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes pour un éclairage sur les enjeux de l'insertion professionnelle actuelle. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne écoute. Au revoir. Tchad 24 International, la chaîne de la génération digitale. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique invité de la semaine. Pour ces numéros, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Abdoulaye Mamad Djemé. Il est le coordonnateur de l'unité de gestion du projet Initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes tchadiens. Merci pour votre fidélité. Pour ces numéros, nous allons aborder essentiellement le projet 50 000 emplois. Monsieur le coordonnateur, pouvez-vous nous présenter brièvement l'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes? Merci. Avant tout propos, je souhaite d'abord adresser tous mes voeux aux médias Tchad 24 d'avoir organisé cette émission. L'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes est une unité de gestion du projet qui a été lancée officiellement en 2022 par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. C'est un projet qui entre en droite ligne dans son programme politique en faveur de l'autonomisation de la jeunesse. Ce projet est un projet transversal à toutes les structures de promotion d'emploi des jeunes. Des jeunes qui sont diplômés et qui chôment, qui n'ont pas d'emploi. Même aussi au-delà des jeunes qui sont diplômés et qui n'ont pas d'emploi, et également il y a des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui ne sont pas allés à l'école, mais qui n'ont pas d'activité, qui pourraient également bénéficier du financement, du crédit de l'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes. Voilà, de manière un peu ramassée, l'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes au Tchad. Quels sont les principaux objectifs de ce projet? À quels défis répond-il aujourd'hui au Tchad? Comme je viens de le dire, ce projet a pour objectif de financer toute initiative des jeunes qui promet l'emploi.
Vous savez, aujourd'hui, le problème d'emploi est devenu un problème sérieux dans le monde entier. Et également, le Tchad fait partie de ces pays qui connaissent le problème d'emploi, le problème de chômage. Aujourd'hui, la fonction publique est devenue le seul employeur qui ne peut pas employer tous les jeunes diplômés qui sortent des grandes universités qui sont réparties dans toute l'étendue du territoire et également des jeunes qui rentrent du pays, des jeunes qui finissent, qui arrêtent leurs études à un niveau de licence ou bien de master et rentrent au pays et qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont des porteurs de projets et qui aspirent à entreprendre, mais qui n'ont pas de financement requis. Et l'initiative 50 000 emplois décents est là maintenant pour accompagner ces jeunes à s'auto-employer. À travers leurs projets, à travers leurs initiatives, nous accompagnons ces jeunes à entreprendre, à se prendre en charge et aussi de créer des emplois directs et indirects à travers leurs initiatives qui soumettent à notre appréciation pour octroi de crédits et pour financement. Pourquoi avoir mis l'accent sur la notion d'emploi décent? C'est un projet qui a été mis en place depuis l'an 2022 et qui est un projet qui a été, dont je suis le 4e coordonnateur. Et cet emploi qui est mis sur l'emploi décent, c'est un terme qui permettra aux promoteurs du projet de se prendre en charge, de s'épanouir à travers son projet, de créer aussi d'emplois pour lui et également pour ceux qui pourraient indirectement travailler avec lui. C'est pourquoi on dit un projet qui est décent. D'abord, c'est pour le promoteur, c'est un projet qui a lui-même il a initié et il connaît ce qui est maintenant qui lui permet de s'auto-employer. À quel profit des jeunes prioritairement s'adresse cette initiative? Voilà, merci. Comme je viens de le dire, d'abord aux jeunes qui sont chômeurs, qui n'ont pas d'emploi, mais des nationalités tchadiennes, des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Tout jeune, que ce soit garçon ou fille, ces jeunes qui chôment et qui n'ont pas d'emploi peuvent soumettre leur projet en vue d'avoir des financements pour qu'ils puissent exercer des activités et pour créer d'emplois directs et indirects. Existe-t-il des critères spécifiques de sélection des bénéficiaires? Oui, effectivement, il existe des critères de sélection du projet. Tout est une procédure. C'est une procédure, c'est une étape à plusieurs d'appel à candidature au projet jusqu'aux sélections des projets. C'est toute une procédure. Il y a un comité d'évaluation du projet qui est mis en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui met le comité d'évaluation. Et il y a les différents critères qui sont d'abord, je viens de parler de la nationalité et aussi des critères âge. Il faut avoir 18 à 35 ans, avoir un diplôme ou aussi non diplôme, mais aussi il faut avoir une formation sur l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas aussi, si le projet est retenu, les promoteurs du projet, que ce soit individuel ou collectif, à travers aussi des groupements, des collectifs, tout ça, ils peuvent bénéficier des formations dans le cadre d'entrepreneuriat et qui pourraient être financées. Donc il y a plusieurs critères. Si maintenant les jeunes promoteurs, porteurs de projets, s'ils répondent et obéissent à tous ces critères, ils peuvent avoir droit au financement de nos financements. Mais ces critères-là, c'est le comité de sélection qui statue par rapport à certains points. S'ils répondent à ces critères d'évaluation et remplissent toutes les conditions exigeantes, ils vont maintenant répondre à bénéficier de nos formations, nos financements. Quelle place accorder aux jeunes femmes et aux jeunes en milieu rural? D'abord, la place accordée, il n'y a aucune discrimination. Il n'y a aucune discrimination et c'est en fonction de l'importance du projet et en fonction également des critères.
Si maintenant ces critères, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, et qui remplit ces critères, a droit à ces crédits. Il n'y a aucune exclusion. Ils peuvent avoir, parfois on peut avoir un pourcentage élevé également des femmes, tout comme on peut avoir un pourcentage élevé des garçons en fonction de ceux qui aussi déposent leur initiative pour le financement. Et donc ça, il n'y a aucun critère qui exclut que ce soit les garçons ou les femmes. Il n'y a pas un taux, hein, mais s'il y a un taux à parité égale, on peut aussi se référer au taux de 30% par rapport aux taxes et aux lois de la République pour qu'on puisse se référer aussi pour maintenant peut-être statuer. Maintenant, tout dépendra aussi du comité d'évaluation des dossiers des candidatures. Combien de jeunes ont déjà bénéficié de cette initiative depuis son lancement? Depuis la création du projet, nous avons enregistré plus de 21 000 dossiers de candidatures pour le financement des projets. Sur les 21 000 candidatures qui est réparties dans toute l'étendue du territoire, sur les 23 provinces, nous avons financé 732 projets au total. Et sur toutes les provinces ont été touchées. Au moins, sauf la province de Tibesti qui n'a pas bénéficié des financements. Sinon, les autres provinces, dans toute l'étendue du territoire, il y a des jeunes qui ont bénéficié de nos financements. Pour la ville d'Ingemena, par exemple, nous avons, compte tenu aussi de son statut particulier, nous avons un nombre un peu élevé par rapport aux autres provinces. Nous avons 163 projets financés, projets de jeunes pour la ville d'Ingemena. Donc au total, nous avons financé 732 projets qui sont financés. La province de Tibesti n'a pas bénéficié de ces projets à l'époque, compte tenu des financements. Les autres provinces ont déjà reçu, mais nous avons aussi la province de Tibesti dans le programme. Une fois le financement nécessaire est requis, nous allons également commencer aussi par la province de Tibesti pour financer les projets qui existent là-bas pour les jeunes qui sont porteurs de projets. On n'a pas exclu aussi la province de Tibesti. Où en est le projet aujourd'hui en termes de résultats concrets? Voilà. En termes de résultats concrets du projet jusqu'à nos jours, vous savez, le projet Initiative 50 000 emplois, beaucoup le confondent. Le projet Initiative 50 000 emplois est différent de la fonction publique qui a la fonction régalienne de recruter les jeunes dans le cadre des services publics. Ici, contrairement à la fonction publique, nous ne donnons pas de salaire. Plutôt, nous finançons les projets, les initiatives des jeunes qui sont chômeurs. Et ce n'est pas tous les 50 000 qui est emploi, mais contrairement à ce que les gens pensent, nous finançons, notre objectif est de financer 2000 projets pour créer 20 000 emplois. Nous avons également comme objectif de former 20 000 jeunes dans le cadre de formation professionnelle aux petits métiers. Tout récemment, on vient de former 120 jeunes avec le financement de nos partenaires avec la Société de technologies modernes. 120 jeunes dans le domaine de la plomberie, la menuiserie métallique et en bois, en électricité, en conception virtuelle et la transformation des produits locaux. Donc maintenant, nous avons également, à cela s'ajoute aussi, nous avons ambition à insérer dans le cadre socio-économique des 10 000 jeunes volontaires en collaboration avec Envolt, Agence nationale de volontariat au Tchad. Donc ce qui fait au total 50 000 emplois. Maintenant, s'agissant de nos réalisations, nous avons, je viens de dire, nous avons reçu 21 000. Sur les 21 000, nous avons seulement financé 732 projets qui peut, on peut dire, on a créé 7 320 emplois qu'on a créés, emplois directs et indirects. Et c'était sur financement propre de l'État. Maintenant, nous avons un sérieux problème de financement. Nous avons un sérieux problème. Depuis 2023, nous n'avons reçu aucun financement. Et nos financements
étaient uniquement des subventions de l'État. Depuis la création du projet, nous avons reçu uniquement les subventions de l'État. Et s'agissant des partenaires que nous venons de concrétiser, une grande activité qui est maintenant la formation des 120 jeunes, nous avons aussi des formations qui sont en cours grâce à notre collaboration et partenariat avec une agence turque qu'on appelle TICA. Nous avons déjà signé des conventions pour former des jeunes, 100 jeunes au moins. Mais du problème d'emploi, nous attendons à ce que du côté de l'État, qu'on puisse avoir les subventions qui sont prévues dans le budget global de l'État pour qu'on puisse maintenant exercer nos activités également, qu'on puisse aussi payer régulièrement les salaires de nos employés et qu'on puisse aussi financer le projet des jeunes qui sont en instance de financement. Alors, comment se fait l'accompagnement des jeunes après leur formation? L'accompagnement de ces jeunes après le financement dans la vie socio-économique, d'abord nous avons le service de suivi et évaluation. Et le service de suivi et évaluation, ça se fait à deux niveaux. Il y a le service de suivi et évaluation de proximité qui se fait au niveau déconcentré des services du ministère de la Jeunesse et des Sports qui sont au niveau des provinces. Et ces services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et des Sports nous remontent l'information par rapport à... Ils font le suivi auprès des bénéficiaires de ces projets. Et au niveau central, on fait un suivi et évaluation chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Et une fois maintenant ces projets évalués, en fonction aussi du rapport que nous recevons du suivi et évaluation, nous prodiguons aussi en fonction aussi de l'évolution du projet, s'il y a des goulots d'intégralement ou bien autre, on donne des conseils et des orientations. Et si le projet est bien porteur et que si ça évolue bien, le porteur du projet, le promoteur, peut faire aussi, s'il a aussi intégralement remboursé les crédits octroyés, parce que la plupart des projets qu'on donne le financement, c'est pour une durée de 3 ans, pour une période de moratoire. C'est-à-dire qu'on va donner le financement et on va laisser le projet fonctionner une certaine période. Une certaine période, on appelle période qui peut être allée à 6 mois, 3 mois en fonction aussi de l'importance du projet. Et après la période moratoire, on peut maintenant lui demander de commencer à rembourser par tranche en fonction aussi à un certain taux. Et il rembourse à un taux 0. Et il va intégrer, rembourser intégralement. Une fois le projet évolue bien et que le promoteur arrive à rembourser intégralement le montant, le crédit octroyé, on pourrait aussi lui faire une extension. S'il peut faire maintenant une extension, on peut l'aider à ce qu'il puisse faire une extension de son projet. En tant que coordonnateur, quels sont les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces projets? Comme je viens de le dire, les principaux défis, c'est lié au financement. C'est un projet qui a été créé par l'État, financé par l'État, et ça a été, le lancement a été fait officiellement par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Et nous avons un sérieux problème lié au financement. Depuis 2023, nous n'avons pas reçu de financement et beaucoup de jeunes posent la question à travers nos canaux de communication, demandent où en est-on avec le financement de leurs projets. Nous accusons également des retards des salaires du personnel du projet. Donc, nous lançons un appel à travers maintenant votre micro, que le gouvernement, à travers maintenant les services en charge des subventions de l'État, qu'ils puissent payer nos subventions et pour qu'on puisse continuer à régulièrement payer nos salaires
et atteindre nos objectifs à travers le financement de nos projets. Le principal défi de notre projet, c'est le problème de financement. Parce que même avec les partenaires, s'il faut travailler, s'il faut maintenant, avec les partenaires attendent aussi la contribution de l'État. Si nous avons des partenariats avec un partenaire quelconque, le partenaire ne peut pas comme ça venir et sans toutefois apporter la part de contribution de l'État. Donc les partenaires attendent aussi, à chaque fois que nous avons maintenant des projets à mettre en œuvre, certains partenaires, ils exigent la contribution de l'État d'abord, avant que maintenant leur contribution aussi en contrepartie vienne. Et si nous n'avons pas maintenant cette contribution de l'État, ça nous crée énormément de difficultés pour mettre en œuvre les projets. Et aussi, nous n'avons pas aussi de possibilités de faire le suivi et évaluation des projets qui sont déjà financés. Les 732 projets qui sont financés, nous avons un sérieux problème de faire le suivi et évaluation des projets pour descendre sur le terrain pour constater l'effectivité et l'évolution de ces projets dont nous avons financés. Bon, dernière question. Comment les jeunes peuvent-ils accéder concrètement à cette initiative pour ceux qui n'ont pas de bonnes informations? D'abord, pour accéder à cette initiative, à nos financements, comme je viens de le dire, nous avons des critères. Et nous faisons d'abord des appels à candidature à travers nos canaux de communication qui sont officiels. Il y a, avant que, si maintenant les financements sont disponibles, nous passons plusieurs communiqués à travers les différents canaux de communication, les médias, les pages, notre page qui est Facebook. Donc on relaie l'information et on appelle à tout jeune qui porte un projet de déposer sa candidature. Et une fois ces candidatures sont déposées, et le comité, il y a un comité de réception des dossiers et il y a le comité d'évaluation des projets. C'est ce comité-là qui analyse et apprécie le projet avant tout octroi de crédits ou de financement de ces projets-là. Quel est le message en tant que coordinateur souhaitez-vous adresser à l'endroit des jeunes Tchadiens en quête d'emploi ou encore en quête d'une formation professionnelle? D'abord, je vais dire à tout jeune Tchadien, le problème du chômage, ce n'est pas seulement un problème tchadien, c'est un problème qui est devenu un problème mondial. C'est un problème de la planète entière. Je leur dis de ne pas se désespérer. Et ce programme, ça entre en droite ligne avec le programme politique du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Nous avons déjà arrimé notre projet avec le plan national de développement. Nous avons fait un projet de 5 ans. Et nous espérons qu'à travers ces micros, et aussi nous avons également le soutien politique de notre ministre, qui est le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdi Hamidloni, que la jeunesse ne se désespère pas. Et que nous aurons des financements, la subvention de l'État, certainement on va avoir, et que nous espérons financer très bientôt tous les dossiers de candidature qui ont été déjà retenus et qui sont en attente de financement. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci au coordinateur pour sa disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Tchad 24. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Tchad 24 International, la chaîne de la génération digitale.